Des centaines de navires marchands immobilisés dans le golfe Persique. Des pétroliers chargés à bloc. Des vraquiers remplis de céréales. Tous bloqués. Tous en attente. Pendant ce temps, au-dessus d'eux, les systèmes de défense aérienne des Émirats arabes unis continuent d'intercepter des missiles balistiques et des drones lancés depuis l'Iran, nuit après nuit. Depuis le 28 février 2026, l'Iran et les États-Unis sont entrés dans un conflit ouvert, un conflit que certains hésitent encore à appeler une guerre, mais que tous les faits sur le terrain décrivent comme tel. Et aujourd'hui, le 10 mai 2026, cette guerre à bas bruit continue de faire trembler le Golfe. Avec en arrière-plan une question qui résume tout. Est-on à quelques heures d'un accord historique ou à la veille d'une nouvelle escalade militaire? Bienvenue sur WN Decrypt. Si vous regardez cette vidéo pour la première fois, c'est le bon moment pour vous abonner et activer les notifications. Parce que ce qui se passe en ce moment dans le détroit d'Ormuz ne ressemble à rien de ce qu'on a vu depuis des décennies. Et on ne va pas vous laisser passer à côté. Commençons par les faits les plus récents. Dans la journée du 10 mai, le ministère de la Défense des Émirats arabes unis a publié un communiqué confirmant l'interception de 2 nouveaux drones lancés depuis l'Iran. Le communiqué officiel précise que depuis le début des attaques iraniennes, les défenses émiraties ont engagé un total de 551 missiles balistiques, 29 missiles de croisière et 2265 drones. Le bilan humain depuis le début du conflit s'établit à 2 militaires tombés au combat, un civil marocain travaillant pour les forces armées et 10 civils. Le nombre de blessés est de 230. Ces chiffres sont massifs. Et pourtant, les Émirats n'ont pas tiré un seul coup de feu en direction de l'Iran. Pas un. Ce n'est pas une impuissance, c'est une stratégie délibérée. Selon plusieurs sources proches des décisions américaines, Washington a demandé aux États du Golfe de ne pas répondre directement. Le message de l'administration Trump était limpide. Nous gérons. Restez en retrait. Pourquoi? Parce que les États-Unis ont autre chose en tête. Depuis plusieurs semaines, les forces américaines n'ont pas cessé leur mobilisation. Dans les dernières 48 heures, 13 C-17A Globemaster III de l'US Air Force ont été actifs au-dessus de l'Europe et du Moyen-Orient. 2 C-5M Super Galaxy, les plus grands avions de transport militaire au monde, ont effectué des rotations pour acheminer du personnel et des équipements supplémentaires. Ce n'est pas un exercice, ce n'est pas une démonstration de force symbolique. C'est une préparation sérieuse à une éventuelle escalade. Et dans les eaux du détroit d'Ormuz, la situation n'est guère plus rassurante. Selon Lloyd's List Intelligence, l'Iran a créé une nouvelle agence gouvernementale, baptisée la Persian Gulf Strait Authority. Cette agence se positionne, selon Lloyd's, comme la seule autorité compétente pour autoriser le transit des navires dans le détroit. Elle a envoyé des formulaires de demande de passage à plusieurs compagnies maritimes internationales. En clair, Téhéran essaie de légitimer son contrôle sur une des voies navigables les plus stratégiques de la planète, celle par laquelle transite environ un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole et en gaz naturel. Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, a réagi avec une question qui résume l'enjeu. Le monde va-t-il accepter que l'Iran contrôle une voie navigable internationale? Ce n'est pas une question rhétorique, c'est un avertissement. Et Rubio ne s'est pas arrêté là. Interrogé par des journalistes sur la politique américaine face aux attaques continues, il a coïté d'une franchise désarmante. Seuls les pays stupides ne ripostent pas quand on leur tire dessus, a-t-il déclaré. Nous ne sommes pas un pays stupide. Si vous tirez sur un navire américain, vous allez être éliminé. La ligne rouge est claire. Ils menacent nos points des Américains. Ils vont être soufflés. Ce langage n'est pas du bluff. Le 8 mai, l'armée américaine a confirmé avoir tiré sur et neutralisé 2 pétroliers iraniens après des échanges de tirs dans le détroit. L'Iran a de son côté déclaré avoir riposté en attaquant des navires militaires américains à l'est du détroit et au sud du port de Chabahar. Des explosions ont également été signalées dans le sud-est de l'Iran, notamment autour du port de Chabahar lui-même. Un point stratégique que nous allons détailler dans quelques instants. Mais avant cela, abonnez-vous à WN Decrypt si ce n'est pas encore fait. Chaque jour, des événements comme ceux-là redessinent la carte géopolitique du Moyen-Orient.
Et on s'assure que vous ayez les informations les plus précises, les mieux sourcées, sans filtre. Parlons maintenant de ce qui se passe en mer. L'Agence spatiale européenne a publié des images satellites, reprises par l'Associated Press, montrant une nappe de pétrole d'environ 95 km² dans le golfe Persique, à l'ouest de l'île de Karg, le principal terminal d'exportation pétrolière iranien. Selon Ami Daniel, directeur de la société d'intelligence maritime Windward AI, environ 80 000 barils de pétrole se seraient échappés depuis que la nappe a été détectée mardi. Le déversement se propage vers le sud-ouest à une vitesse d'environ 2 km à l'heure. Dans 2 semaines, selon les projections, il pourrait atteindre les côtes émiraties, qatariotes ou saoudiennes. Nina Noël, experte en opérations de crise pour Greenpeace Allemagne, a averti que des zones marines écologiquement sensibles dans le Golfe pourraient être touchées. Personne ne sait avec certitude ce qui a causé cette fuite. Un dysfonctionnement? Une frappe aérienne? Une autre cause? Dans une zone de guerre active, les enquêtes sont impossibles. Et comme l'a dit Ami Daniel, c'est le risque de se battre dans une zone riche en pétrole. Ajoutez à cela un vraquier touché près de Doha, au Qatar, par un projectile lancé depuis l'Iran. Un incendie a été maîtrisé et aucun blessé n'a été signalé. Mais l'incident illustre l'étendue de la menace. Ce ne sont plus seulement les Émirats qui sont dans la ligne de mire, c'est l'ensemble de la péninsule arabique. Pendant ce temps, dans le sud de l'Iran, 2 explosions ont eu lieu près du port de Chabahar, une ville côtière stratégique à l'est de Bandar Abbas. Les médias d'État iraniens ont d'abord qualifié la première explosion de détonation contrôlée d'une munition non explosée. Puis la deuxième explosion s'est produite, et les médias d'État iraniens ont cessé de commenter. Ce silence en dit long. L'armée américaine utilise des munitions de précision. La probabilité qu'un arsenal aussi sophistiqué laisse traîner des bombes non explosées en série dans des zones portuaires est extrêmement faible. Ce qui se passe autour de Chabahar mérite une attention particulière. Ce port, initialement développé avec un financement indien, est l'une des dernières fenêtres logistiques de l'Iran sur l'océan Indien. Le toucher, c'est toucher la capacité de résilience économique du régime. Passons maintenant au dossier le plus crucial, les négociations. Parce que derrière les tirs de missiles et les déversements de pétrole, il y a une diplomatie qui s'emballe. Selon 2 sources américaines citées par Axios, la Maison-Blanche estime être proche d'un accord avec l'Iran sur un mémorandum d'entente en 1 page, un MOU de 14 points. Ce document déclarerait officiellement la fin de la guerre et lancerait une période de négociation de 30 jours pour un accord détaillé. Les points clés: un moratoire sur l'enrichissement d'uranium de la part de l'Iran, une levée progressive des sanctions américaines, la libération de milliards de dollars d'actifs iraniens gelés et la réouverture mutuelle du détroit d'Ormuz. Les négociations sont menées du côté américain par Steve Witkoff et Jared Kushner, avec la médiation centrale du Pakistan. Le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, a déclaré que son pays était en contact jour et nuit avec Washington et Téhéran pour tenter de préserver l'élan diplomatique. L'Arabie saoudite, et notamment le prince héritier Mohammed Ben Salman, a également joué un rôle en poussant Trump à suspendre temporairement l'opération militaire dans le détroit. Sur la question nucléaire, le fossé reste immense. L'Iran propose un moratoire de 5 ans sur l'enrichissement. Les États-Unis demandent 20 ans. Selon des sources proches des discussions, la durée probable de l'accord serait d'environ 12 à 15 ans. L'Iran voudrait conserver son droit à enrichir l'uranium à 3,67% une fois le moratoire expiré, ce que le traité de non-prolifération autorise. Mais Washington veut en plus une clause qui prolongerait automatiquement le moratoire en cas de violation iranienne, des inspections surprises de l'AIEA et un engagement formel de l'Iran à ne jamais poursuivre la weaponisation nucléaire, c'est-à-dire la transformation de l'uranium enrichi en armes. Le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi, a déclaré qu'un accord était à quelques centimètres, mais a dénoncé des exigences maximalistes des négociateurs américains. Pendant ce temps, Trump déclarait aux journalistes réunis
dans le bureau ovale. Ils veulent faire un accord. Nous avons eu de très bonnes discussions au cours des dernières 24 heures. Il est très possible que nous parvenions à un accord. Ce qui est assez remarquable, c'est le revirement de ton Américain. En mars dernier, Marco Rubio avait prévenu qu'une civilisation entière mourrait cette nuit si l'Iran ne cédait pas. Cette semaine, il parle de mémorandum d'entente et de sujets convenus à négocier. C'est une différence fondamentale de registre. Soit les États-Unis ont obtenu suffisamment de concessions pour se permettre d'adoucir le ton, soit la pression interne et internationale les a conduits à accepter un cadre moins contraignant que ce qu'ils réclamaient initialement. Pour l'Iran, la situation intérieure est tout aussi complexe. Derrière les déclarations tonitruantes, le régime est sous une pression économique colossale. Le blocus du détroit d'Ormuz est une arme à double tranchant. Il prive les États du Golfe d'une partie de leurs exportations pétrolières, mais il coupe aussi l'Iran de ses propres lignes d'approvisionnement. Les pénuries s'aggravent. L'inflation, déjà astronomique depuis des années à cause des sanctions, atteint des niveaux records. Les dissensions au sein du régime sur la stratégie sur qui possède réellement l'autorité depuis la mort du guide suprême le 28 février paralysent la prise de décision. Personne ne sait véritablement qui donne les ordres. C'est ce vide de pouvoir qui rend les négociations à la fois urgentes et incertaines. Et c'est dans ce contexte qu'il faut lire les déclarations du porte-parole du Conseil national de sécurité iranien, Ibrahim Rezaï. Ce dernier a affirmé que toute retenue est désormais terminée et que toute agression contre nos navires sera rencontrée par une réponse lourde et décisive. Il a ajouté, et c'est fascinant, que la meilleure voie pour Trump est de se rendre. Un régime dont les bases militaires ont été décimées, dont la marine a été réduite à des embarcations rapides, dont l'économie est sous perfusion de survie, qui demande à la première puissance militaire mondiale de se rendre. C'est le type de dissonance cognitive qui n'est possible que dans un système fermé sur lui-même, coupé de toute réalité extérieure. Dans ce même registre, le général Ali Abdollahi, qui affirme avoir rencontré le guide suprême par intérim, a publié un communiqué au vocabulaire pour le moins fleuri, évoquant des camarades en armes, des plans stratégiques, une réponse foudroyante, rapide et décisive, un lexique qu'on pourrait qualifier de poétique, si ce n'était tragicomique au vu du rapport de force réel sur le terrain. À Téhéran, pendant que les négociateurs tentent de construire un accord de paix, la répression intérieure s'intensifie. Des vidéos circulent montrant des membres de la Basij, la milice paramilitaire des gardiens de la Révolution, tentant d'extraire de force des femmes de leurs véhicules pour des raisons de non-respect du port du voile. Le niveau de violence et d'arbitraire n'a pas diminué malgré la guerre, il s'est au contraire accentué. C'est un signe. Un régime en difficulté externe se retourne souvent contre sa propre population pour maintenir une illusion de contrôle. Sur le front de Hezbollah, au sud du Liban, des images d'une attaque datant du 8 mai ont été publiées. Elles se montrent ce que le groupe présente comme le ciblage d'un lanceur du système Iron Dome israélien sur la base militaire de Jalama, dans le nord d'Israël, à l'aide de drones FPV équipés de charges anti-blindage. Cette capacité offensive reste réelle, mais elle est limitée dans sa portée. Depuis que les frappes américano-israéliennes ont paralysé les infrastructures militaires iraniennes en février, les transferts d'armes vers les proxys, Hezbollah, Houthis, Hamas, sont devenus quasi impossibles. Ce que ces groupes utilisent aujourd'hui, c'est ce qu'ils avaient en stocké avant le début du conflit. Les stocks s'épuisent. Pas assez vite pour que la menace disparaisse, mais assez pour que la capacité de frappe massive soit sérieusement compromise. Sur le plan économique et commercial mondial, les conséquences du blocus sont profondes. Des centaines de navires commerciaux restent immobilisés dans le golfe Persique, dans l'incapacité d'accéder à la mer ouverte. Des pétroliers entiers, des vraquiers chargés de matières premières, des porte-conteneurs avec des marchandises à destination de l'Asie, de l'Europe et des Amériques, tous en attente. Le Danois Maersk, premier armateur mondial, a confirmé qu'un de ses navires avait traversé le détroit avec l'escorte de la marine américaine dans le cadre de l'opération temporaire Project Freedom.
avant que Trump suspende l'opération à la demande du Pakistan. Un pétrolier qui avait traversé le détroit à mi-avril est arrivé au large des côtes sud-coréennes avec son million de barils de brut. C'est une anecdote. Mais c'est aussi un symbole de ce qui est possible si un accord est conclu. Le retour progressif d'un flux commercial vital pour l'économie mondiale, l'Union européenne et les États-Unis poussent ensemble pour une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU condamnant l'étranglement iranien du détroit et menaçant de nouvelles sanctions. C'est le cadre multilatéral dans lequel s'inscrit la pression sur Téhéran. Mais la Chine, qui continue d'importer du pétrole iranien malgré la fermeture effective du détroit, n'a pas encore signalé qu'elle soutiendrait une telle résolution. Dans ce tableau complexe, une donnée symbolique mérite d'être soulignée. Le chef d'état-major interarmées américain, le général Dan Kane, a qualifié les incidents récents de tous en dessous du seuil de reprise des opérations militaires majeures. Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a confirmé que le cessez-le-feu tient. Ce sont des déclarations mesurées, prudentes, de gens qui savent que le moindre mot mal calibré peut faire basculer une situation fragile. Voici donc où nous en sommes au 10 mai 2026. D'un côté, un accord diplomatique potentiellement historique se profile, négocié dans les coulisses par Witkoff, Kushner et leurs interlocuteurs iraniens via Islamabad. De l'autre, des drones continuent d'être lancés sur Abu Dhabi. Des pétroliers s'affrontent dans les eaux du détroit. Une nappe de pétrole dérive vers les côtes du Golfe. Et l'armée américaine continue d'acheminer des troupes et du matériel vers la région. Ce paradoxe, négocié et tiré en même temps, est la marque de fabrique de ce conflit depuis le premier jour. Les deux parties évitent soigneusement le point de rupture, tout en continuant à se frapper. C'est une guerre de bord, une guerre de nerfs, une guerre où l'objectif n'est pas la victoire totale sur le champ de bataille, mais la meilleure position possible à la table des négociations. L'Iran sait qu'il ne peut pas tenir économiquement sous la combinaison du blocus américain et de ses propres restrictions sur le détroit. Les sanctions déciment son budget, sa monnaie, sa capacité à importer des biens essentiels. Le guide suprême qui lui donnait sa cohérence idéologique n'est plus. Les divisions internes entre factions du régime sont à leur comble. Dans ce contexte, signer un mémorandum d'entente, même imparfait, est probablement le seul moyen pour le régime de survivre sous une forme quelconque. Du côté américain, Trump a obtenu une grande partie de ce qu'il cherchait. La destruction de l'arsenal conventionnel iranien, la mort du leadership du régime, une démonstration de force sans précédent dans la région. Accepter un accord qui ne résout pas complètement la question nucléaire mais qui l'encadre pour 12 à 15 ans, tout en réouvrant le détroit et en redémarrant l'économie mondiale. C'est politiquement défendable, même pour une administration qui avait promis la reddition inconditionnelle. Mais rien n'est signé, rien n'est garanti. Et dans les prochaines 48 heures, selon Axios, des réponses iraniennes sur plusieurs points clés sont attendues. Ce que nous savons avec certitude, c'est que le détroit d'Ormuz est bien plus qu'une voie maritime. C'est le symbole d'un ordre mondial en recomposition. Qui contrôle ce détroit, qui en définit les règles, qui passe et qui reste bloqué? Ces questions touchent directement les prix du carburant en Europe, les chaînes d'approvisionnement en Asie, l'équilibre stratégique au Moyen-Orient. Quand l'Iran crée la Persian Gulf Strait Authority et envoie des formulaires d'autorisation aux compagnies maritimes du monde entier, ce n'est pas seulement de la provocation. C'est une tentative de réécrire les règles du jeu de la navigation internationale. Et c'est précisément pour cette raison que cette crise mérite toute votre attention. Pas seulement parce qu'elle implique des missiles et des drones, mais parce qu'elle redessine les contours d'un nouvel ordre régional, et peut-être mondial. Stoven Decrypt continuera à couvrir chaque développement, chaque déclaration officielle, chaque évolution sur le terrain. Merci de nous faire confiance pour rester informés. Abonnez-vous, activez les notifications et partagez cette vidéo avec ceux qui veulent comprendre ce qui se passe vraiment dans le Golfe Persique.